C'est sans uniforme que de nombreux candidats au DCE O et A-Level se sont rendus dans ce centre d'examen de la ville de Buea. Ils évitent ainsi d'arborer leur tenue pour des raisons de sécurité. Au premier jour de l'examen, de nombreux centres affichaient des taux d'affluence au-delà des espérances des autorités administratives dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Cette deuxième session du General Certificate of Education dans un contexte de crise anglophone a été sérieusement perturbée à Muyuka, dans le seul centre d'examen de cette localité du département du Fako. Pendant près d'une heure, on a assisté à des échanges nourris de coups de feu entre sécessionnistes et soldats de l'armée autour de ce centre. Les épreuves de l'après-midi ont été annulées et selon certaines informations délocalisées pour la suite. Dans le nord-ouest, les centres d'examen ont été fortement militarisés. Ici à Kumbo et dans ce collège, de nombreux candidats ont brillé par leur absence. Le lycée de Fundong, dans le département du Boyo, a vu son bloc administratif réduit en centre après la première journée. Parce qu'aucun élève avec boîte académique, lotus, mouchoir, tout ça doit rester. Fouille systématique pour tous les candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ceux qui affrontent le DCE O-Level et le DCE Advanced Level dans la ville de Loum, département du Mungo, viennent pour certains de la région du Sud-Ouest. En raison des fortes tensions qui perdurent dans les zones anglophones, plusieurs centres d'examen ont été délocalisés. On a eu peut-être quelques frayeurs concernant les centres d'examen qui ont été délocalisés. Ce pas les centres qui devaient être à Tombelle, à Bangam et Consort, en ce qui concerne le DCE bien sûr. Mais nous avons déployé un dispositif approprié. Je suis très ravi, très satisfait de ce que tout se déroule dans la sérénité. Je crois que tout va se dérouler normalement et on va finir dans la satisfaction. Le lycée bilingue de Njombe a été désigné pour la première fois comme un centre d'examen pour les candidats au DCE. Tous les 84 candidats inscrits ont répondu présent. Cette session d'examen, nous avons obtenu un centre de composition de GC Ordinary Level. Nous avions inscrit 84 candidats et tous les 84 sont présents. Pour le baccalauréat de l'enseignement général qui a débuté un jour après le DCE, au sous-centre du lycée bilingue de Njombe, une absence a été enregistrée. Et au baccalauréat, nous avions inscrit 232 candidats, 231 sont présents. Ils se composent dans la sérénité, il n'y a pas de souci. Le nombre d'absences est un peu plus élevé au lycée de Loum. Sur les 506 candidats, pour ce qui est du sous-centre du lycée de Loum, nous avons 4 absents. Jusque-là, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Il y a quelques cas d'oubli de récépissé et de carte d'identité scolaire. Les candidats ont été autorisés à entrer en salle. Des candidats déterminés pour la plupart à réussir. Ils n'ont pas de stress. Quand on a abordé les épreuves avec une sérénité totale. 9 mois à travailler. Et à la fin, on veut réussir, on doit réussir. Réussite ou échec, on n'en est pas encore là. Les épreuves s'étaleront sur plusieurs jours et seuls les résultats permettront de déterminer qui sera désormais appelé étudiant. Deux blessés, le conducteur d'une moto et sa cliente, des téléviseurs cassés, des murs effondrés. C'est le bilan de l'accident survenu ce mardi matin au lieu du carrefour 3 morts à Douala. Nous, on était encore en train de dormir. Il faisait 5 heures du matin. Quand nous avons entendu le bruit, boum, c'est comme si c'est la bombe qu'on a lancée dans la maison. J'ai demandé à mes enfants de se réveiller. Quand on s'est levé, on sort, on trouve le camion sur le mur de la maison. Il a déjà percé le mur de la maison.
On est sorti. Quand on est sorti, on a continué, on a trouvé un monsieur qui était couché ici, là. Et la roue de la voiture était en haut de la moto. Et il y a une dame aussi qui était couchée. Donc la dame, c'était une cliente. Elle était couchée là. On les a pris, on les a amenés à l'hôpital parce que la dame en question, elle a eu le choc au pied. C'est parce que son pied est cassé. Et le Bensikina n'arrivait plus à parler. Informé de la situation, le frère aîné du conducteur de moto que nous n'avons pas pu avoir s'est rendu sur le théâtre de l'accident après être passé par l'hôpital. Lui, il était en train de rouler. Directement, le camion a perdu. Il paraît que le camion a perdu le frein de l'autre côté. Directement, il a braqué devant lui subitement. Et là-dessus, là, il n'arrive pas à expliquer vraiment comment il a fait pour s'en sortir, pour quitter vraiment sur la moto. Il suit actuellement des soins aux urgences d'un hôpital de la ville. Pris de panique, le chauffeur du camion impliqué dans cet accident s'est enfui avant de revenir sur les lieux. Il descendait comme ça. Subitement, le camion de citernes de la SCDP, il a tourné devant moi. Donc il n'y avait même pas moyen. J'ai freiné, ça n'a pas donné. C'est pour ça que j'ai viré de ce côté, puisque c'était le seul endroit qui était un peu libre. Puisque moi, si je dosais même sur la citerne, ça pouvait prendre feu. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par un élément du commissariat du 7e, les parties débattent un probable arrangement. Les recettes fiscales au Cameroun ont enregistré selon le JICAM une augmentation considérable de 714 milliards de francs CFA entre 2013 et 2018. Au cours de la même période, le PIB, lui, a chuté de 5,4 à 3,2% et le chiffre d'affaires des grandes entreprises a perdu une marge de 15%. Pour le patronat camerounais, voilà la parfaite illustration d'une fiscalité qui étrangle l'entrepreneuriat. Pendant que l'entreprise, l'économie regresse, que les entreprises s'appauvrissent, d'autres ferment, s'endettent et détériorent leur capacité d'autofinancement, l'administration fiscale engrange des recettes fortes, en forte augmentation, au risque de casser l'outil de production qui génère ces recettes. La pression fiscale au Cameroun, c'est le doublement du taux des acomptes mensuels et le minimum des perceptions de 1 à 2% du chiffre d'affaires pour les entreprises du régime du réel. La multiplication des taux des acomptes et précomptes, lesquels vont de 2,2 à 15,4% suivant les cas. Le durcissement des conditions de déductibilité fiscale de certaines charges en matière d'impôts sur les sociétés. On note aussi l'instauration des droits d'assises spécifiques sur toutes les boissons alcooliques et tabac, et même sur les produits de télécommunication et les jeux de hasard et de divertissement. Il s'agit de sortir, mesdames et messieurs, du principe de fiscalisation sur le chiffre d'affaires pour revenir au principe de l'orthodoxie de la fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. Le JICAM souhaite l'avènement d'un nouveau souffle qui imprime une nouvelle dynamique de l'engagement des réformes structurelles et demande un engagement résolu du gouvernement en faveur d'un dialogue public-privé fécond, stimulant et durable. Il est nécessaire de créer un climat de confiance entre les deux parties et de mettre fin au climat de suspicion réciproque qui règne parfois entre l'administration et les services. Cette crise de confiance est, à notre sens, l'un des principaux problèmes qui ressortent du dialogue État, secteur privé et de l'économie de notre pays. Un document portant contribution du JICAM à la politique fiscalo-douanière du gouvernement a été remis au ministre Lupaul Mutazé des Finances devant de nombreux opérateurs économiques. Il ressort de cette étude qu'il y a nécessité de changer de paradigme pour notre système fiscal. Lupaul Mutazé a fait une promesse au patronat camerounais d'instaurer un cadre de dialogue permanent
pour que l'assainissement du climat des affaires et la sortie de la crise économique qui secoue le Cameroun soit accélérée par la bipartite, secteur public, secteur privé. L'exécution des précédents budgets a laissé voir des insuffisances qui pourraient justifier certaines pesanteurs et donner du poids à la critique. Il faut qu'au sein des administrations, la coordination, la préparation du budget soit totale. Nous voulons insister là-dessus parce que par le passé, nous avons constaté dans certaines administrations le cloisonnement entre les acteurs. Ça ne facilite pas la rapidité dans l'atteinte des objectifs et des rendez-vous de la chaîne budgétaire. Nous insistons également sur la maturation des projets, parce que certains projets peuvent avoir des difficultés dans la mise en œuvre parce que la maturation a été insuffisante au moment de la préparation du budget. C'est conscient de ces manquements que le ministère des Finances a décidé de lancer un peu plus tôt qu'avant la préparation du budget 2019. Conscient, comme a dit Paul Motazé, que comme on se couche, on se lève. Une bonne nuit de sommeil dépend de la manière dont on aura fait son lit au préalable. Ramener à la réalité budgétaire, il signifie que la qualité du processus d'élaboration de la loi de finances est la condition nécessaire et suffisante de sa bonne exécution. Il s'agit en effet de concilier en permanence la complexité technique à la multiplicité des attentes de la collectivité qui se font de plus en plus pressantes et grandissantes. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que le budget 2019 se prépare dans un contexte particulier, marqué par des défis sécuritaires et la conduite du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et adossé sur la facilité élargie de crédit. Dans un tel contexte, le gouvernement se doit de relever de triples défis, de la mobilisation accrue des ressources publiques, de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses, et ce en cohérence avec les objectifs du Fonds monétaire international. Vous savez que pour la loi et les règlements, il faut déposer le 30 septembre et pour la loi des finances de l'année, il faut pouvoir déposer le projet de loi le 15 octobre. C'est un défi que nous devons chercher à relever. C'est pour cela que le ministre des Finances a donc lancé le budget un peu plus tôt cette année. 2019, c'est déjà demain. Et la bonne exécution du budget projeté passera par une bonne corrélation entre les potentialités de l'État en matière de recettes, d'une part, et d'autre part, les engagements du gouvernement traduits dans les programmes budgétaires portés par les différentes administrations, ce qui ne laisse aucune place au tâtonnement et à la navigation à vue, observée lors des précédentes élaborations du budget. Fin de matinée mouvementée pour le nationaliste André Blaise Essama, ainsi que la dizaine de jeunes venus lui prêter main forte au lieu-dit, avenue Ruben Oumniobé. Essama, c'est quel de l'ordre que vous avez servi que l'autorité? Nous sommes en train de... Vas-y, je répète. Allez-y. Vas-y, on va voir ça après. Allez faire votre bordel là, on ne peut pas ça. Si vous voulez que vous cassez les conneries là, m'entendez? Alors qu'ils étaient en pleine séance de nettoyage du site destiné à accueillir le monument du nationaliste, ils ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre, venues rétablir le calme dans une zone où il était devenu presque impossible de circuler. Une action critiquée par la foule de curieux présents qui n'a pas hésité à applaudir André Blaise Essama. Bien avant la descente de la gendarmerie, le petit groupe était occupé à débarrasser le site de tout ce qui avait été déversé samedi dernier par les représentants du canton Bel, ce malgré les menaces proférées à l'endroit de quiconque y entrera de nouveau. Lorsque vous avez une sincérité dans votre agissement, personne ne peut être inquiété d'aimer ses parents. Je ne peux pas avoir peur d'aimer mes parents. Pour Essama, le vivre ensemble, au-delà de toute considération politique,
devrait être une réalité. Je ne suis pas entré en prison pour Oumiobe, Douala Mangabel, Ernest Wandier, Félix Moumier et toutes ces personnes pour que nous soyons incapables de faire la part des choses. Nous devons honorer nos ancêtres où qu'ils se trouvent sur le périmètre camerounais. Moi, je serais content d'être ici avec le monument de Douala Mangabel. Ça ne me dérangerait pas. C'est à nos papas d'être très nationalistes et de comprendre que la profondeur du nationalisme, la raison nationaliste doit être au-dessus de la raison tribaliste ou le repli identitaire. Nous sommes en train de parler de vivre ensemble. Au cours de la séance de nettoyage, on a pu apercevoir un jeune, dans une posture héroïque, trôner en lieu et place du monument de Ruben Oumiobe, cependant de nombreuses heures, malgré la violence du soleil. L'arrivée de la gendarmerie le fera finalement descendre de son trône pour rejoindre les autres sur le bord de la route. Les images ont fait le tour du monde, avec un doigt accusateur pointé en direction des forces de défense camerounaises, accusées par certains d'avoir sauvagement assassiné une vingtaine de jeunes dans le village Menka, arrondissement de Santa, dans le nord-ouest. Alors que la polémique enfle, le ministre de la Communication est monté au créneau pour rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Issa Chiroma Bakari parle d'une bande de criminels qui sèment la terreur depuis 2 mois dans plusieurs localités de l'arrondissement de Santa. Tirant en effet profit de la suspension de la brigade de gendarmerie d'Achon, près de Batibo, les assaillants ont utilisé de nouveaux couloirs de contournement des dispositifs de nos forces de défense et de sécurité pour installer des cantonnements à part entière. Véritable base opérationnelle, ces cantonnements leur permettaient de rayonner sur plusieurs kilomètres en réseau dynamique, se livrant ainsi à leur activité de terreur, d'extorsion de la population, de trafic de drogue, d'enrôlement forcé de jeunes gens et de viols répétés sur de jeunes filles dans différentes localités. Le 23 mai, alors que plusieurs actes criminels sont portés à leur charge, les terroristes, à en croire le porte-parole du gouvernement, ont élu domicile dans un motel au village Menka. Cet établissement appartient à un jeune natif de ce village. Tentant de s'opposer à la prise de force du motel par les assaillants, la mère du propriétaire, une femme du 3e âge, sera passée à tabac par les criminels au point qu'à ce jour, elle se trouve toujours dans un état critique. Des renseignements puisés à bonne source permettent aux forces de défense et de sécurité d'organiser une opération spéciale qui se déploie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. La dite opération a engagé 30 éléments. La progression s'est faite tôt le matin du 25 mai 2018 et la mise en place autour de l'objectif vers 5h30. Une sentinelle de la bande criminelle s'étant alors aperçue de la manœuvre a ouvert le feu en donnant l'alerte. Au lieu de se rendre, les terroristes ont riposté par l'exécution de 5 otages. Je précise ici que c'est l'un de ces otages tués par les assaillants dont la photo a été maquillée pour être présentée sur les réseaux sociaux comme pendu du fait des forces de défense et de sécurité. Au bilan, 27 terroristes sont neutralisés. Un est recueilli, un autre blessé est pris en charge par la santé militaire. On enregistre également un blessé côté forces de défense et de sécurité. Parmi les terroristes, seul l'un d'entre eux, une femme, a accepté de se rendre, ce qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Le gouvernement, par la voix de Issa Chiroma Bakari, est formel. Il ne s'est pas agi d'un massacre de pauvres citoyens, mais bel et bien des terroristes qui n'avaient que trop sémé la terreur dans l'arrondissement de Santa. La nomination de nouveaux responsables à Elekam, dont le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou, ne trouvent pas grâce aux yeux de l'opposition. Pour le SDF, il s'agit des militants du RDPC. C'est M. Biya qui nomme
ces membres du RDPC, des caciques du RDPC à la tête de l'ECAM, que ce soit M. Essoussé ou M. Abdoul Karimou, des anciens, ce sont des ex du MINAT qui ont déjà eu à critiquer les partis d'opposition. Il y a 2 semaines à peine, M. Abdoul Karimou était dans une radio de charger les partis d'opposition. Le principal parti de l'opposition souligne par ailleurs qu'Abdoulaye Babale a été limogé pour avoir voulu nettoyer les écuries d'Ogea à Elekam. Avec Abdoulaye Babale, on a fait des courriers. Vous avez dit qu'on allait avoir une réponse favorable et qu'il allait arranger la situation des casernes militaires. C'est en ce moment-là que M. Biya a choisi de mettre M. Babale dehors. Alors qu'il voulait déjà arranger cette situation de plus de 200 voire 300 bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires dans toute l'étendue du territoire national. Preuve pour le SDF que Paul Biya s'apprête à essayer de remporter les élections grâce à Elekam. Le RDPC va gérer des élections. M. Biya prépare son élection tranquillement. Il a déchargé au moins M. Babale qui voulait nettoyer Elekam, qui apportait un peu de clarté au vu des futures élections. Le SDF indique donc qu'il va continuer ses démarches auprès de l'ECAM, notamment au sujet de l'annulation du vote dans les casernes militaires. Faute de réponse satisfaisante, le parti de Nidjon Frundi prévoit des manifestations, y compris avec les autres partis de l'opposition. Si au 6 juin, on n'a pas de réponse claire de l'ECAM, si au 6 juin, on n'a pas de pourparlers avec l'ECAM par rapport aux élections, je crois que pas seulement que le SDF, l'opposition tout entière est en train de se préparer pour se joindre à nous et mener ces actions qui seront spectaculaires. Autant dire que l'opposition n'entend pas aller aux élections à venir, la fleur au fusil.